Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Cube. C'est l'heure de parler à notre collaboratrice Elsie Lefebvre. Bonjour Elsie. Bonjour Guy. J'espère que tu es patiente parce que tu vas nous parler du temps d'attente dans les hôpitaux ou les urgences. Exactement. Puis bon, tu sais, c'est sûr qu'on parle souvent effectivement là, du temps d'attente dans les urgences qui a atteint des sommets inégalés, alors que c'était quand même une des grandes priorités de la CAQ. Mais là, ce matin, dans le Journal de Montréal, il y a une enquête, un sondage léger mené commandé par la coalition Priorité Cancer. Puis, sérieusement, c'est des chiffres, tu sais, parce que là, on parle du cancer, tu sais, donc attendre à l'urgence, c'est sûr que c'est quand même désagréable, mais en principe, là, quand ta vie est en cause, tu vas passer quand même rapidement. Normalement, il est arrivé quand même des cas de gens qui sont décédés à l'urgence, mais normalement, ça arrive pas. Mais là, quand tu attends pour le cancer, et là, le Journal de Montréal, le titre, c'est Québécois atteints d'un cancer, 5 mois d'attente pour un premier traitement, selon le sondage en question. Donc, c'est 5 mois d'attente entre le moment où la personne a comme un peu des symptômes, puis donc elle va consulter son médecin, l'attente pour recevoir le diagnostic, puis ensuite de ça, le début des traitements. Donc, 5 mois dans un pays développé comme le Canada, ici au Québec, c'est vraiment, je trouve, vraiment attristant. Il y a même dans l'article un cas d'une dame qui a un cancer du sang et qui a dû attendre près de 8 mois pour être soignée, tu sais. Ben c'est ça, parce Donc, que quand tu dis 5 mois, c'est une moyenne, mais on sait que la moyenne, ça n'existe pas vraiment. C'est tous des cas qui sont différents les uns des autres, parce qu'il y en a, évidemment, qui sont des cas extrêmement urgents qui entrent dans quelques jours ou quelques heures. Et ça veut dire qu'il y en a qui attendent 1 an, à qui on dit, tu as le cancer, puis que ça te prend, en tout cas, certainement plus que 5 mois d'attente, évidemment, de stress, d'anxiété, mais aussi du cancer qui progresse dans ton organisme. C'est exactement ça, tu sais, parce que bon, quand on parle de l'accès, tu sais, à un médecin de famille, puis on parlait tantôt du temps à l'urgence, bon, tu sais, c'est sûr que c'est pas agréable, c'est sûr que des fois, tu es obligé de te lever à 6-7 heures le matin puis aller poireauter pour avoir un rendez-vous avec ton médecin de famille parce que le système en ligne marche mal, tu sais. Mais là, quand tu as un cancer, puis là, une autre donnée dans ce sondage-là, ce que ça dit, c'est que en moyenne, c'est 5 semaines d'attente entre ton diagnostic et le début de tes traitements. Mais il y a 36% qui vont dépasser le délai. Puis là, ça précise pas combien de temps, mais tu sais, 5 semaines, là, si tu fais diagnostiquer un cancer, je m'excuse, mais ça dit partout là, que plus vite on est capable de diagnostiquer, plus vite on a, justement, la réponse et plus vite on peut commencer les traitements, plus que les chances sont élevées. Donc, c'est sûr qu'il faut prendre ça aussi. Il y a quand même des cancers, par exemple, de la prostate, on parle de Richard. Il y a des cancers, des fois, qu'on diagnostique et qu'on ne fait pas de traitement, ou en tout cas qu'on les fait des années plus tard. Là. C'est des choses qui arrivent de façon plus rare. Mais donc, est-ce qu'ils sont comptabilisés dans ces statistiques-là? Parce que ça peut être trompeur aussi, là. Exactement. C'est là où je m'en allais. Tu fais super bien de soulever le point parce que, bon, là, on n'a pas tout le micro-détail de quel type de cancer, quel stade, l'âge de la personne. Parce qu'effectivement, tu sais, une personne diagnostiquée, je sais pas moi, qui a 85 ans, on sait très bien que les cancers, ils se développent très lentement versus un cas de cancer fulgurant, stade très, très, très rapide. On va entamer les traitements plus rapidement. Donc, ça, c'est sûr. Donc, effectivement, il faudrait avoir un meilleur portrait. Mais je trouve que ce que la coalition Priorité Cancer nous amène avec cette information-là, c'est sûr que, bon, c'est des chiffres quand même assez chocs, là, quand tu dis 5 mois, là, pour avoir comme du début à la fin. J'aimerais ça savoir, comme dans n'importe quelle courbe, c'est sûr que tu as ceux, effectivement, qui seront peut-être jamais traités, mais tu en as peut-être, ceci dit, que si ça avait été accéléré un peu, ça augmente les chances de survie, de guérison, puis etc. Et peut-être que là-dedans, ça tient je sais pas. Mais bref, je trouve que ça pose une question très forte et légitime. Et je pense que le ministre Christian Dubé devrait nous donner plus d'informations, puis qu'on sache où on en est. Mais tu sais, je pense que dans tous les cas, c'est pas des bonnes nouvelles. C'est peut-être un petit peu moins pire que ce portrait-là, mais je pense quand même qu'on a du travail à faire, puis c'est vraiment inquiétant.
Dans le même sondage, il y avait une statistique qui m'étonnait un petit peu. C'est 39% des gens qui disent que le public est moins bon que le privé. Donc, ils considèrent évidemment que le privé est supérieur. Mais 39%, je trouvais que c'était pas si énorme que ça. Ça veut dire qu'il y a 61% des gens qui considèrent soit que ça s'équivaut ou qu'à tout le moins, que peut-être même que le public est meilleur que... tu sais, c'est parce que si on comparait le même sondage pour les écoles privées, les écoles publiques, j'ai l'impression que ce serait... Les gens, presque de façon unanime, diraient, ben oui, l'éducation, l'instruction est meilleure à l'école privée. Mais là, seulement 39% qui trouvent ça pour les hôpitaux, ça m'a étonné. Je m'attendais à plus. Oui, en même temps, tu sais, tout le monde le dit. Quand on rentre dans le système, habituellement, on est hyper bien traité. Puis, tu sais, le privé, c'est pas la panacée non plus. C'est que tu rentres dans le privé, bon, c'est sûr que c'est des super assurances, puis tu as été diagnostiqué avant même d'avoir des préconditions. Donc, bref, tu as la totale. Peut-être que dans le privé, c'est vraiment bien. Mais, tu sais, je pense que les gens, quand ils répondent aussi à ce type de sondage-là, tu sais, ils prennent en perspective la totalité de, tu sais, de l'expérience. Puis, tu sais, se faire traiter au complet dans le privé. C'est peut-être complexe, mais moi, tu sais, de toute façon, les médecins qui sont dans le privé sont souvent aussi au public, là, tu sais, donc, tu sais, ils sont au public. Là, après ça, quand ils vont dans le privé, ils ont comme un délai de grâce, qui n'ont pas le droit d'exercer au public, puis après ça, ils reviennent. Fait que, tu sais, je pense que c'est quand même les mêmes infrastructures. L'autre chose, tu sais, j'ai écrit une chronique là-dessus la semaine dernière, de manière plus globale. Ben, tu sais, moi, je ne comprends pas qu'au Québec, on parle pas de cette donnée-là, que le Québec et le Canada, on est dans les pays qui ont le moins de médecins au prorata de nos habitants dans le monde et dans les pays développés, là, tu sais, Ouais, pardon, en là, tu sais, Occident. donc, je veux dire, on enlève, tu sais, les pays sous-développés. Mais tu sais, quand on se compare, souvent, on compare le Québec tout le temps à l'Ontario et au reste du Canada. Ben, tu sais, l'Ontario fait vraiment pire. Tu sais, puis quand on compare les données du Canada dans les pays du G7, du G20, on est en bas, tu sais, du ratio. Au Québec, on a 29 médecins par 10 000 habitants. Je veux dire, il y a certains pays, tu sais, qui en ont 50, 55. J'écoutais le président des médecins spécialistes qui, tu sais, qui parlait de la Norvège, de la Suède comme d'un modèle où la gestion était beaucoup moins importante. Mais tu sais, il y a un ratio de médecins bien plus important que leur nombre de fonctionnaires. Donc, moi, je pense que la vraie solution se trouve aussi dans avoir plus de médecins. On a parlé beaucoup des infirmières qui doivent être disponibles pour faire fonctionner les blocs opératoires, mais je pense qu'on doit aussi avoir plus de médecins qui vont être capables de prendre en charge plus de malades qu'actuellement. Puis moi, je m'inquiète d'autant plus parce que personne ne parle de ça. On a ouvert les admissions en médecine, mais tu sais, de manière familique, là, tu sais, je veux dire, on ouvre Oh oui, quelques c'est ça. dizaines de, Mhm. ça change absolument rien. Il y a l'UQAM qui a déposé un projet pour ouvrir une école de médecine dans une de ses universités, puis c'est encore lettre morte. Puis on a une population qui vieillit. Tu sais, on est dans une une des sociétés les plus vieillissantes au monde. Donc, ça va être quoi dans 10, 20 ans? Je veux dire, je sais pas, là, mais si on se réveille pas, on a beau faire des tableaux de bord, de mettre fin aux agences de placement, de faire X, Y, Z, tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas assez de personnel, on va frapper un mur, d'autant plus que nos médecins sont dans les plus payés au monde. Puis selon plusieurs, ils travaillent moins parce que justement, ils n'ont plus besoin de travailler à temps plein parce qu'évidemment, ils ont des salaires tellement élevés qu'ils sont capables de faire un 3 jours et demi semaine avec un 12 semaines de vacances. Donc, moi, je veux pas casser du sucre sur les médecins actuels. Je les comprends de faire ça. Mais si on avait plus de médecins, plus d'offres, ben c'est la loi de l'offre et la demande. Donc, j'espère vraiment qu'on va former des médecins dans les prochaines années. C'est vraiment urgent. Ça prend 10 ans. C'est 8 à 10 ans les former en moyenne. Donc, il est temps Ouais. d'opérer, je pense, Peut-être rapidement. ouvrir les programmes à plus Mm, d'étudiants. Ben, merci beaucoup, Elsie. On exact. continue d'échanger demain. Au revoir.